Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir et chaud au cœur de pouvoir m'adresser à vous dans la langue de Molière pour des gens qui sont à l'extérieur du Québec. D'habitude, quand on sort du Québec, on s'adresse aux gens en anglais, surtout en Amérique du Nord. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est passionnant, qui, dans le fond, est la continuation d'une révolution qui a commencé avec la recombinaison génétique qu'on a utilisée au début des années 80 pour fabriquer des médicaments. J'ai eu le privilège de travailler pour une entreprise qui s'appelle Genentech, qui était la première entreprise à avoir commercialisé un produit issu de la recombinaison génétique, donc la modification d'un code du gène d'une bactérie comme Escherichia coli pour pouvoir fabriquer un médicament. À l'époque, le premier, c'était l'insuline humaine. Comme vous le savez, on utilisait l'insuline de porc et de bœuf avant qu'on fabrique l'insuline humaine et qui avait été vendue sous licence à Eli Lilly parce que Genentech à l'époque était une boîte essentiellement de recherche. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment en droite ligne avec cette révolution-là qui a commencé avec Genentech. Je tiens à remercier aussi Michel Cameron de Biogénique qui m'a fourni une grande partie du matériel que vous allez pouvoir visualiser aujourd'hui. Donc, pour commencer, on peut dire que le vous moléculaire ou le nous moléculaire, il se compose de plusieurs parties. On voit ici le génome, le protéome et le microbiome, mais en fait, on pourrait parler d'exposome. Si on considérait l'environnement, on pourrait parler d'épigénome, on pourrait parler de métabolome pour le métabolisme, on pourrait parler de transcriptome. Et si vous êtes familier avec le docteur Eric Topol de Scripps Clinic en Californie et que vous avez la chance de pouvoir lire en anglais, je vous recommande de lire ces deux livres, The Creative Destruction of Medicine et The Patient Will See You Now, où il décrit de façon extrêmement élégante les concepts. Donc, du génome, en passant par le protéome, en finissant par le microbiome, le niveau de complexité augmente et peut-être que dans une conférence ultérieure, Mostafa pourra identifier des conférenciers qui iront plus en profondeur sur chacun de ces thèmes-là. Donc, l'ADN, vous êtes familier, c'est vraiment la composante de base de la vie qui avait été identifiée par Watson et Crick et leurs collaboratrices. Donc, la double hélice qu'on voit là, qui essentiellement est ce qu'on connaît comme étant la base, en fait, de tout ce qui se fait au niveau biologique dans nos corps, que ce soit pour la formation des protéines ou autres. Il y a 6 milliards de paires de bases, donc composées là, de l'adénosine, la thymine, la guanine et l'uracile. Il y a 99,9% de ces bases-là qui sont identiques. Il y a environ 6 millions de variations génétiques possibles qu'on connaît chez l'humain. Le séquençage du génome humain, en 2003, il y a eu des progrès spectaculaires. On peut remercier les États-Unis qui ont quand même été les pionniers dans les investissements qui ont été nécessaires pour arriver à obtenir le séquençage pour la première fois du génome humain. Et on le voit depuis l'introduction de cette connaissance-là, le prix du séquençage du génome a diminué de façon extraordinaire. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on peut obtenir bientôt un test complet pour pouvoir être séquencé comme humain. Puis on pense que bientôt, on va pouvoir l'obtenir pour 2000 dollars ou ici, on dit sur la diapo, 1000 dollars. Vous êtes peut-être familier avec l'entreprise qui s'appelle 23andMe qui aujourd'hui offre un test de salive au Canada, 249 dollars, 1804 dirhams marocains. Et ce test-là nous permet justement, comme individu, c'est un test grand public, de pouvoir caractériser la façon dont on métabolise certains produits pharmacologiques, la façon aussi, les caractéristiques de l'individu au niveau des maladies héréditaires,
dont ils sont porteurs. Par exemple, moi, avec ce test-là, j'ai identifié, quand je l'ai fait il y a 6 ans, que j'étais porteur de la fibrose kystique, que j'étais aussi porteur d'une forme d'ataxie qui est spécifique à la région de Charlevoix, d'où je viens. Et on peut aussi déterminer la composante génétique qui nous permet d'avoir une idée du risque que nous développions certaines pathologies. La même chose maintenant peut être offerte. En fait, nous, au Québec, on a l'entreprise Biogénique qui offre ce type de test-là et qui offre un profil pharmacologique pour les gens qui sont intéressés à le faire et qui peuvent partager les résultats avec leurs professionnels de la santé. Est-ce que ça va, Mustapha? Le débit, c'est bon? C'est pas trop rapide? Non, c'est correct. C'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, les variations génétiques, j'entrerai pas dans les détails, mais on parle de polymorphisme, en fait, des SNP. Ces polymorphismes-là sont identifiables au niveau de ce qu'on appelle les cytochromes, qui sont des hémiprotéines qu'on retrouve beaucoup au niveau hépatique, donc au niveau du foie, mais aussi au niveau intestinal. Ils sont importants, ces cytochromes-là, ce sont des enzymes, en fait, qui sont utilisés par le foie pour soit transformer les médicaments ou en médicaments actifs s'ils ne sont pas actifs au départ, ou encore pour faciliter leur élimination. Donc, ces cytochromes-là, au nombre d'environ 60, ils sont importants en pharmacologie, comme je le disais, parce qu'ils sont impliqués dans la dégradation des médicaments. Plus ils sont actifs et plus les médicaments sont rapidement métabolisés. Et la plupart des médicaments, donc, font intervenir plusieurs cytochromes avec des préférences parfois. Et c'est ce qui nous permet aussi de déterminer ces cytochromes-là. Par exemple, si un médicament est un inhibiteur d'un cytochrome qui est impliqué dans le métabolisme d'un médicament et pour son élimination, ben, c'est clair que ce médicament-là pourrait affecter les concentrations plasmatiques. En fait, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est le jus de pamplemousse, qui est un inhibiteur, un fort inhibiteur d'un cytochrome et qui va faire en sorte que si on le consomme en même temps que certains médicaments, dont entre autres les statines du type atorvastatin, les concentrations plasmatiques de l'atorvastatin vont augmenter à cause de l'effet inhibiteur du jus de pamplemousse. Donc, les cytochromes peuvent supprimer l'activité des médicaments qui sont directement actifs, mais il peut aussi augmenter leur transformation en métabolites actifs. Je vous donne un exemple, le clopidogrel ou Plavix, qui est utilisé, qui est un antiplaquettaire qui est utilisé chez les personnes qui ont fait un infarctus, chez qui on va poser un tuteur, un stent. Donc, le clopidogrel est un médicament, c'est ce qu'on appelle un pro-médicament, donc un médicament inactif. Et pour être activé, il doit être transformé au niveau du foie par un des cytochromes qu'on appelle le 2C19. Et donc, on va voir comment le fonctionnement de ces cytochromes-là peuvent affecter l'efficacité ou la toxicité du clopidogrel. Un autre exemple qui est intéressant, c'est la codéine, qui, avec le cytochrome 2D6, en fait, est transformé en morphine, qui est le produit actif. Donc, l'effet analgésique de la morphine est obtenu lorsque la codéine donc, a été transformée, a été déméthylée en morphine par le 2D6. Il y a 5 à 10 de la population qui n'a aucun effet analgésique après la codéine, car ils ont une mutation justement au niveau de ce cytochrome-là et il n'y a pas de conversion en morphine. Donc, c'est un concept intéressant et important parce que ça peut donc, affecter l'efficacité de la morphine, puis d'un autre côté aussi avoir un impact sur la toxicité si la personne est un métabolisateur rapide de la codéine. Alors, pourquoi je ne peux pas aller plus loin? Voilà. Donc, dans les types de métabolisateurs donc qu'on peut imaginer, vous avez dans le fond
je dirais, 5 grands types ou 4 grands types de métabolisateurs. Donc, dépendamment de l'activité de ces cytochromes-là, vous allez être un métabolisateur lent, vous allez pouvoir être un métabolisateur intermédiaire, un métabolisateur qu'on appelle en anglais extensive ou un métabolisateur ultra rapide. Donc, dépendamment de la combinaison des allèles qu'on va trouver au niveau des cytochromes, vous allez, ce génotype-là, donc, va se transformer en phénotype et on va pouvoir décrire l'efficacité ou la toxicité des médicaments qui vont dépendre de votre statut comme individu. On a ici un exemple de ce qui se passe au niveau des pourcentages, en fait, qui affectent les différentes populations. Donc, quand on regarde une population caucasienne et une population de race noire, on voit que dépendamment des cytochromes qu'on considère, il y a une variation importante. Même chose chez les Asiatiques. Par exemple, au niveau de l'alcool, les Asiatiques ont de la difficulté à transformer l'alcool en métabolite qui ne cause pas la gueule de bois, comme on dit au Québec. Et donc, il y a des variations importantes au niveau de la race et qu'on doit connaître quand on considère les tests de pharmacogénomique ou quand on considère utiliser certains médicaments parce que leur efficacité ou leur toxicité va varier en fonction de la race. Donc, la pharmacogénétique, en fait, c'est un concept ou un domaine qui nous permet de penser pouvoir personnaliser l'utilisation des agents pharmacologiques qu'on utilise en médecine. Et c'est un outil qui devrait être utilisé pour faciliter la décision clinique parce que on pourrait catégoriser les individus en 4 catégories. Donc, un individu qui répondrait à une dose standard en fonction de son profil ou de son gabarit génotypique, un individu qui répond à une dose plus faible, un individu qui répond à une dose plus élevée, puis un individu chez qui on devrait carrément utiliser un médicament ou ne pas administrer un certain médicament à cause du risque des effets secondaires. Donc, on veut d'une part améliorer l'efficacité thérapeutique et d'autre part réduire le risque d'effets secondaires indésirables. Donc, c'est pour aider à choisir le bon médicament à la bonne dose pour la bonne personne que la pharmacogénétique est nécessaire. Et c'est une approche qui est, contrairement à celle qu'on utilise aujourd'hui, où on fait beaucoup de tests, d'essais et d'erreurs, c'est une approche, quand on dit qu'elle est individualisée, qui correspond vraiment aux besoins de l'individu en fonction de son profil. Vous savez, comme société, on recommande aux gens qui achètent une BMW de n'utiliser qu'un type d'huile qui est fabriqué par Shell. Alors, on fait pour notre voiture ce qu'on ne fait pas pour nous. Autrement dit, quand on nous administre un médicament ou quand on nous offre un médicament sur ordonnance, on ne sait pas toujours si ce médicament-là est le médicament le plus approprié pour nous en fonction de notre gabarit génétique. Si on regarde, par exemple, le Celexa 20 mg qu'on donnerait à quelqu'un qui ne le métabolise pas de la bonne façon, pourrait avoir aucun effet. À cause de ça, le médecin pourrait décider d'augmenter la dose et à ce moment-là, on se retrouverait dans une situation où on augmenterait le niveau d'effets secondaires. Alors, si on connaissait dès le départ la probabilité que ce phénomène-là se produise, bien, on pourrait immédiatement utiliser un autre produit qui n'est pas métabolisé par le cytochrome problématique pour avoir une réponse à l'intérieur des doses qui ne causent pas d'effets secondaires. Donc, c'est vraiment le principe de la pharmacogénétique, c'est qu'avant d'administrer un médicament, on connaisse le profil de l'individu à qui on va le recommander. Donc, vous savez aussi que les effets secondaires indésirables sont importants. Aux États-Unis, on rapporte 200 000 hospitalisations par année, 10 000 décès. Et c'est probablement plus important que ça encore parce que 95% des effets indésirables ne sont pas rapportés. D'où l'utilité un jour d'avoir des outils de pharmacovigilance qui se développent
à partir des populations réelles, donc pour pouvoir justement déterminer l'incidence exacte des effets secondaires qu'on retrouve avec certaines molécules. Et vous savez aussi que l'efficacité thérapeutique, parce qu'on n'utilise aucune méthode de pharmacogénétique pour optimiser le traitement pharmacologique, ben, la plupart des médicaments, par exemple ici dans le cas de la répiprazole, de la Abilify, ben, c'est une personne sur 5 qui réagit, donc ça veut dire qu'il y a 4 personnes chez qui on veut l'utiliser, pour lesquelles ce ne sera pas efficace. Même chose pour l'ésophagite érosive en utilisant un inhibiteur de la pompe à protons comme le Nexium. Il y a beaucoup de gens qui ne répondront pas et on sait maintenant que la raison pour laquelle ces gens-là ne répondront pas à ce traitement-là, c'est en raison des mutations qu'on observe au niveau des cytochromes. Les médicaments, donc en termes de catégorie de médicaments, les antidépresseurs, vous savez que 38% des gens à qui on administre un antidépresseur admettent ne pas avoir d'efficacité thérapeutique. C'est 40% dans l'asthme, c'est 43% dans le diabète, 50% dans l'arthrite, 70% dans l'Alzheimer, 75% dans le cancer. Ce n'est pas évidemment toujours relié à la pharmacogénétique, mais ça nous donne quand même une très bonne idée du travail qui reste à faire pour optimiser la pharmacothérapie dans ces différents champs thérapeutiques. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la codéine qui doit être transformée en morphine pour être efficace. C'est un exemple ici où un enfant, justement, qui est un ultra métabolisateur de la morphine est décédé parce que les concentrations normales de codéine qu'on lui a administrées ont fait en sorte qu'il a développé une dépression respiratoire, un cas qui a été rapporté dans le New England Journal of Medicine. Donc, un autre exemple d'une situation où si on avait une idée de la façon dont cet enfant de 13 ans-là avait métabolisé la codéine, on aurait pu soit utiliser un autre agent, soit diminuer la dose pour s'assurer qu'on ne retrouve pas d'effet secondaire qui, dans ce cas-là, a été mortel. Ici, au Québec, on a eu, il y a environ 2 mois, un article qui a été publié dans le journal La Presse qui rapporte l'histoire d'un homme qui est décédé il y a 7 ans suite à l'administration d'un produit qui est utilisé de façon très courante chez les gens qui ont un cancer du côlon. Dans son cas, il n'avait même pas en fait le cancer, c'était à titre préventif. Le médicament, c'est le Xeloda, donc ou apparenté à la 5-FU. Et ce médicament-là, pour certaines personnes, est extrêmement problématique parce que si vous avez une déficience en enzymes qui le métabolisent, vous pouvez développer des effets secondaires importants et dans son cas, le décès. Donc, sa femme se bat depuis 7 ans pour faire accepter l'idée de dépister à l'aide d'un test qui existe, on le sait maintenant depuis 2003, à l'aide d'un simple test, une prise de sang ou un test de salive, on aurait pu savoir que M. Allard en particulier aurait ou pourrait aurait pu réagir de façon extrêmement problématique aux médicaments qu'on lui a administrés. Je vous le voyez ici sur la diapositive, un article qui est paru au sujet d'une pharmacienne en France qui a développé ce test-là, qui l'a maintenant fait accepter dans environ 80 hôpitaux, je crois. Et quand on considère les coûts énormes associés aux effets secondaires que ces gens peuvent développer en utilisant ce produit-là, ou encore les décès, ben vous voyez là que ce sont des tests qui sont que ce ne sont pas en fait des tests inutiles, ce sont des tests qui sont en fait nécessaires. Et ici au Québec, le ministre de la Santé, suite à la détermination de cette femme-là, Mme Bibeau, et suite à sa bataille, en fait, le ministre de la Santé a annoncé que l'Institut national d'excellence en sciences et en services sociaux se penchait donc sur le remboursement du test chez les patients à qui on va offrir cette thérapie. Donc, c'est l'exemple dont je viens de parler. 5% de la population représente en fait une population chez qui le Xeloda ou le 5-FU pourrait présenter un problème particulier. Chez ces gens-là, dépendamment de leur profil, on pourrait soit diminuer la dose, soit carrément éviter d'utiliser ce type de médicament-là pour éviter
ces situations problématiques. Donc, chaque personne, on le voit, est différente. Il n'y a personne de pareil. Et on peut faire de la prédiction à partir de l'ADN pour déterminer votre niveau d'activité enzymatique, donc ultra rapide, normal, réduit, lent, négligeable ou déficient. Dans mon cas, par exemple, je ne serais pas un candidat à l'utilisation du clopidogrel car je suis un métabolisateur réduit du clopidogrel et donc le produit pourrait ne pas être efficace chez moi. Donc, on le voit ici dans le cas du citalopram, chez quelqu'un qui est un métabolisateur normal, si vous observez là, la concentration du médicament, la concentration sanguine, versus une personne qui est un métabolisateur lent, ben à ce moment-là, pour la même dose, on peut observer ou risquer d'observer l'apparition d'effets secondaires. Dans le cas du citalopram, c'est inquiétant, surtout si c'est chez une personne âgée à qui on administre d'autres médicaments qui possèdent la même caractéristique que le citalopram, qui est d'augmenter l'onde QT au niveau cardiaque et qui place la personne en fait à risque de développer une arythmie ou un trouble du rythme qui dans certains cas peut être fatal. Donc encore une fois, c'est pas trivial d'utiliser la pharmacogénétique pour optimiser la pharmacothérapie. Même chose avec la nortriptyline, un antidépresseur tricyclique qui était très utilisé il y a 20 à 30 ans, qui l'est moins maintenant, mais qui revient à la mode, de même que l'amitriptyline d'ailleurs, pour le traitement de la douleur chronique ou encore pour l'insomnie. Et on le voit, dépendamment de votre profil au niveau du génotype, ben, les concentrations en fait de la nortriptyline vont faire en sorte que les doses qu'on devrait donner devraient être modulées en fonction de ce qu'on connaît. Donc, le potentiel de la pharmacogénétique, c'est d'obtenir le bon médicament à la bonne dose et s'assurer qu'à chaque fois qu'on offre un médicament, on a une excellente idée de la probabilité que le médicament soit efficace ou encore ne cause pas d'effets secondaires indésirables. Donc, les enzymes du métabolisme influencent la réponse aux médicaments. On l'a vu avec le citalopram qui est dégradé en desméthylcitalopram pour avoir un effet thérapeutique. Donc, il y a 7% environ des médicaments qu'on connaît aujourd'hui qui sont affectés par la pharmacogénomique. Quand on regarde le nombre d'ordonnances qui s'écrivent aux États-Unis, c'est 18% de médicaments qui sont affectés par la pharmacogénomique. Et avec les nouveaux outils pharmacologiques dont on se dote, comme par exemple les produits biologiques, c'est de plus en plus évident que la pharmacogénétique va jouer un rôle de plus en plus important. On le voit par exemple avec les médicaments qui ont été développés pour les personnes atteintes de fibrose kystique, que si on n'a pas la bonne mutation finalement, au niveau de notre maladie, le médicament ne sera pas efficace. On le voit aussi au niveau du Glivec, par exemple, c'est la même chose. Si on n'a pas la mutation qui est réglée ou la mutation que le médicament affecte, le médicament ne sera pas efficace. Puis encore une fois, dans certains cas, ça peut créer des effets secondaires. Donc, il y a de plus en plus d'études qui se font. Il y a des études qui ont été faites pour développer les données probantes, donc fondées sur des preuves. Ça a été fait avec le Cipralex, qui est le petit frère du citalopram. Ça a été fait au niveau du Strattera, donc l'atomoxétine, pour s'assurer qu'on n'ait pas d'effet secondaire avec ce médicament-là. Et le problème d'un pharmacien aujourd'hui, quand un parent vient nous voir à la pharmacie pour nous dire que son enfant a des palpitations avec l'atomoxétine, c'est qu'on n'a en fait aucun outil pour déterminer pour quelles raisons ces palpitations-là surviennent. Et avec la pharmacogénétique, on a au moins une façon maintenant de déterminer avec une certaine précision, sans que ce soit entièrement précis, surtout si c'est pour le calcul de dose, au moins qu'on comprenne le mécanisme qui fait en sorte que l'enfant a un effet de ce type-là, puis ensuite de pouvoir suggérer une autre médication ou encore d'optimiser la dose. Donc,
Dans les monographies de produits, maintenant, les fabricants commencent à introduire la notion de la pharmacogénétique, à mettre en garde les cliniciens et la population à l'égard de la pharmacogénétique et de l'importance que la pharmacogénétique peut prendre dans le calcul de la dose ou encore dans la pertinence d'utiliser ce médicament-là pour un individu donné. Je vous ai tantôt parlé du clopidogrel qui est un prodrogue ou un pro-médicament qui n'a aucun effet en soi s'il n'est pas métabolisé au préalable par le cytochrome 2C19 qu'on retrouve au niveau du foie. Donc, si vous êtes un métabolisateur lent au niveau du cytochrome 2C19, ben, votre concentration de clopidogrel va augmenter. Mais le médicament, la concentration du médicament qui va augmenter, c'est la concentration d'un médicament qui n'est pas efficace. Donc, vous aurez une efficacité réduite. Si vous êtes un ultra-métabolisateur au niveau du 2C19, à ce moment-là, vous allez transformer une très grande quantité de clopidogrel et votre efficacité va en être augmentée. Et si c'est trop important, ça pourrait éventuellement même causer l'effet au niveau des segments. On pourrait avoir des segments augmentés. Donc, encore une fois, c'est intéressant de comprendre pourquoi dans certains types de médicaments, surtout quand, par exemple, celui-là, on le donne chez les gens qui ont subi une intervention au niveau de l'hémodynamique ou qui ont fait un infarctus, on veut s'assurer que le traitement qu'on utilise est un traitement optimal. Il va y avoir d'autres études qui vont être faites avec le clopidogrel qui sont en cours de réalisation, entre autres à la Mayo Clinic au Minnesota, aux États-Unis, qui vont nous donner encore plus d'informations sur l'impact du métabolisme au niveau du 2C19 pour le clopidogrel. Donc, comme je le disais, les métabolisateurs lents ou intermédiaires du 2C19 peuvent avoir un risque de décès dû à un accident vasculaire parce que le clopidogrel est un antiplaquettaire, c'est une sorte de super aspirine finalement. Et si l'on ne le métabolise pas de la bonne façon, on pourrait augmenter notre risque au niveau cardiovasculaire. Si la personne a eu un stent ou un tuteur, qui soit médicamenté ou pas, ben on peut augmenter de 3 fois le risque de thrombose, donc de caillot sur le stent, ce qui est évidemment à éviter. Au niveau du Xeloda, donc je vous parlais tout à l'heure de ce patient-là au Québec dont le cas a fait la manchette au niveau des médias. Ben, au niveau du Xeloda, c'est simple en fait, c'est qu'on veut obtenir, si on avait la possibilité de faire ce dépistage-là, on pourrait réduire de 73% le risque de toxicité et réduire à 0% le risque de décès. Tout décès dans un cas comme celui-là est absolument catastrophique et c'est quand même un peu aberrant de penser qu'on a la connaissance dont je vous parle aujourd'hui, puis qu'encore aujourd'hui, il y a des centaines de patients ici au Québec qui reçoivent le Xeloda sans qu'on leur demande ou qu'on leur offre de faire le test de dépistage, alors que ce test-là est disponible depuis 7 ans au niveau du grand public. Je connais moi-même mon risque au niveau de la déshydrogénase et c'est un peu aberrant dans le fond qu'on soit encore à en parler alors qu'on connaît très bien l'impact que peut avoir l'ignorance par rapport à ce test-là. L'implantation, en fait, de la médecine personnalisée, c'est un défi parce que, comme toute innovation dans le monde de la santé, il faut du temps avant que les lignes directrices, d'une part, soient modifiées, que d'autre part, même si les lignes directrices sont modifiées, que les médecins commencent à adopter leur pratique ou adapter leur pratique en fonction des lignes directrices. Les organisations, les collèges des médecins, l'ordre des pharmaciens ne sont pas vraiment encore tout à fait sensibilisés à l'importance de la pharmacogénétique. J'ai été le premier pharmacien sur la planète à utiliser un appareil d'une entreprise qui s'appelle Spartan, qui me permettait justement de faire la caractérisation du 2C19 en pharmacie avec des résultats disponibles en 59 minutes. Mais avant d'introduire ce type de technologie dans l'officine,
il faut mettre en place les structures pour pouvoir s'assurer que les tests soient remboursés par les organismes publics et privés. Il faut mettre en place des mesures pour pouvoir assurer une communication des résultats auprès du clinicien qui n'a pas nécessairement la connaissance pour accueillir ce type d'informations-là. Et ensuite, il faut s'assurer que le patient soit à l'aise de qu'on lui offre ce type de service-là, parce qu'il y a beaucoup encore dans la société la littératie au niveau de la pharmacogénétique ou de la génétique en général. On mélange souvent la génétique avec la pharmacogénétique, et les gens ont l'impression que si on leur offre quelque chose avec le nom génétique dedans, ils sont à risque que leurs données confidentielles puissent être utilisées par des assureurs, par exemple, pour que leur assurance, qu'on leur refuse en fait leur assurance, ou encore que leur prime soit ajustée en fonction de leur risque. Donc, l'attitude des professionnels de la santé, c'est extrêmement important. 90% par contre ont une attitude favorable vis-à-vis de la génétique. 70% ont un manque de ressources, d'éducation et d'accessibilité. Donc, les gens de l'Université de Pittsburgh, d'ailleurs, ont eu une idée très intéressante. Au niveau de la faculté de pharmacie là-bas, ils ont décidé d'offrir le test de pharmacogénétique à tous les étudiants de quatrième année en pharmacie, de sorte que les étudiants maintenant sont outillés avec leurs propres données pour les sensibiliser à l'importance de la pharmacogénétique. Et il va falloir maintenant former des cohortes de pharmaciens et de médecins qui comprennent l'impact de la pharmacogénétique pour que d'une part le test soit compris, d'autre part prescrit, puis ensuite inséré dans le dossier médical des patients. Donc, manque d'accessibilité, manque d'éducation. Il y a encore des gens qui considèrent qu'il manque d'études prospectives. Il y a la rapidité d'exécution. Je vous parlais tout à l'heure d'une technologie qui est disponible en officine, mais qui est en fait uniquement pour un des cytochromes, alors qu'il y en a une soixantaine. Et donc, il faut, quand on fait un test de salive, envoyer le test, donc l'échantillon à un laboratoire, attendre les résultats. Donc, il faut développer des mécanismes pour s'assurer que les gens soient à l'aise de donner leur salive puis d'attendre les résultats avant que le médicament soit utilisé. Ou, si on pense à la situation qui se produit avec les antibiotiques, on pourrait effectivement commencer un traitement, puis si on se rend compte qu'un traitement est plus adéquat pour la personne, à ce moment-là, changer de traitement. Donc, c'est un support de prise de décision clinique. Et maintenant, il faut standardiser les analyses et les résultats pour s'assurer que les cliniciens puissent interpréter de façon optimale les résultats qu'on va obtenir. Idéalement, les patients devraient posséder des plateformes mobiles qui permettraient d'insérer dans ces plateformes-là, dans leur dossier de santé, les résultats de leurs tests, ce qui éviterait les prescriptions ou les prescriptions d'ordonnances qui ne sont pas appropriées pour ces gens-là. Il y a maintenant des lignes directrices cliniques. Donc, évidemment, on a les monographies des médicaments, par contre, qui sont souvent incomplètes parce qu'ils sont basés sur des études qui ont été réalisées dans des conditions optimales avec des gens qui ne prenaient qu'un médicament pour ne pas fausser les résultats et faire en sorte que le produit soit approuvé le plus rapidement possible. Il y a la FDA, évidemment, et le EMA en Europe qui se penchent là-dessus. Mais il y a aussi des groupes comme le CEPIC, le KNP, le groupe canadien de pharmacogénomique, qui commencent maintenant ou qui ont commencé depuis longtemps à aider les cliniciens à interpréter les résultats de pharmacogénomique. Donc, ces recommandations-là ont été publiées dans plusieurs revues à comité de lecture pour aider les cliniciens, dans le fond, à prendre des décisions qui sont optimales pour le patient. Donc, par exemple, dans ce guide-là, il y a 163 combinaisons gènes-médicaments qui sont identifiées et qui permettent d'optimiser le traitement. Même chose au niveau de le trouble de déficit d'attention. Il y a l'entreprise dont j'ai parlé au début de ma conférence biogénique qui offre maintenant un test pour optimiser la dose des médicaments qu'on utilise dans le traitement de déficit d'attention. Donc, l'impact de la pharmacogénétique, on pense qu'elle elle est importante parce que on peut, avec la pharmacogénétique,
augmenter la littératie, en fait, accroître la littératie en termes de santé auprès du patient. C'est-à-dire que quand on offre ce type d'informations-là au patient, ben on l'aide à comprendre pourquoi on utilise ce médicament-là en particulier pour lui. Souvent dans le cas de la dépression, on utilise des médicaments qui ne fonctionnent pas. Chez une personne qui est déjà atteinte d'une pathologie qui est difficile à supporter. Et quand on fait des essais-erreurs pendant des périodes qui peuvent durer jusqu'à 6 mois, souvent, il y a une espèce de découragement qui s'installe et qui a un impact sur l'adhérence au traitement. Le coût aussi, parce qu'il y a un coût non seulement au niveau du patient, mais il y a un coût au niveau de la société quand on utilise un médicament qui n'est pas optimal. La personne qui ne prend pas le bon antidépresseur est une personne qui est moins productive au travail. Et donc, il y a un coût important associé à l'optimisation ou à la non-optimisation de la pharmacothérapie. Il y a encore aussi cette perception-là pour certaines personnes que le médicament n'est pas efficace. Et donc, la pharmacogénétique peut nous aider à rassurer le patient sur les décisions qu'on prend par rapport à l'efficacité des médicaments. Puis évidemment, ben, si on informe le patient sur la possibilité de minimiser les effets secondaires en utilisant ces connaissances-là, c'est clair que ça va avoir un impact sur l'adhérence au traitement. Donc, en gros, on veut améliorer l'efficacité thérapeutique, on veut diminuer le risque d'effets secondaires indésirables et on veut aider à choisir le bon médicament à la bonne dose. Je vous dirais qu'en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, il y a des leaders, il y a des champions dans ce qu'on appelle la pharmacogénétique et on peut s'attendre à ce que dans les 5 prochaines années, il y a une avalanche d'informations et de publications qui vont nous aider à prendre encore de meilleures décisions concernant les médicaments qui sont affectés par la génétique. Donc, les pionniers, je peux vous dire que le Mayo Clinic est une des institutions aux États-Unis qui est la plus avancée dans l'utilisation de la pharmacogénétique. Presque de façon systématique, on va informer les patients qui viennent à la Mayo Clinic de l'importance que la pharmacogénétique peut avoir au niveau de leur traitement. Mais il y a d'autres institutions, évidemment, où la pharmacogénétique est devenue de plus en plus importante. Et je vous ai parlé brièvement d'Ivacaftor, en fait, le médicament qui a été développé pour la fibrose kystique, qui est une révolution en soi. C'est la première fois qu'on a un médicament qui agit directement au niveau de la mutation. Et donc, ce médicament-là est le premier d'une série de médicaments qu'on va voir apparaître sur le marché et qui sont spécifiques à une mutation et qui vont permettre de régler des problèmes qui, au début, on pensait être capable de régler avec ce qu'on appelait la thérapie génique, qui a eu beaucoup de ratés, de difficultés. Et évidemment, la prise d'un médicament comme l'Ivacaftor règle un problème important chez une population de gens qui sont affectés de cette maladie génétique-là. Donc ça, c'est l'effet sur la pharmacodynamie. En fait, c'est l'étude qui a démontré que chez les patients qui étaient atteints de fibrose kystique, qui avaient la mutation en particulier, comment on décide. En fait, c'est un algorithme de décision, à savoir comment on va décider d'utiliser le produit. Et c'est aussi ce que les agences de remboursement vont utiliser pour décider si quelqu'un, on devrait lui payer ce médicament-là pour son problème. Parce que, évidemment, ça aide aussi les grands décideurs à déterminer si un produit doit être utilisé dans des populations spécifiques. Contrairement à ne pas avoir ce type d'information-là, puis dans le fond, encore une fois, faire des essais d'erreur et utiliser des objectifs secondaires pour déterminer si le produit est efficace ou pas. Donc, les exemples cliniques, il y a un policier d'ailleurs qui a eu un diagnostic de dépression majeure, qui a essayé le Celexa, qui ne le tolérait pas. Il était récalcitrant à essayer une nouvelle molécule. Il se croyait allergique aux antidépresseurs. Il y a eu un test de pharmacogénétique qui a été réalisé. On s'est rendu compte que le 2C19, c'était une personne qui était un métaboliseur déficient, mais qui était normal au niveau du DD6. Donc, il a accepté d'essayer un médicament différent, la paroxétine en particulier.
le médicament a été très bien toléré et répond bien après la titration de la dose. Ce n'est pas une étude, c'est une anecdote, mais c'est pour vous montrer que, comme pharmacien, on peut accompagner le patient dans une démarche qui est vraiment l'optimisation et donc l'amélioration de l'efficacité, donc une augmentation de l'efficacité ou en tout cas l'absence d'effets secondaires. Donc, on voit ici ce qui s'est passé. Donc, le citalopram, le métabolite était inactif. Et le 2C19 est responsable de son métabolisme. Et le paroxétine, lui, est métabolisé par le 2D6. Donc, on n'utilise pas la même voie métabolique pour que ces médicaments-là puissent être efficaces. Même chose au niveau des douleurs musculaires, en utilisant certains médicaments comme les statines, on se rend compte qu'il y a aussi un gène qui est impliqué dans cette problématique-là et qu'on peut, encore une fois, offrir une sélection du médicament basé sur le profil pharmacogénétique de la personne. Donc, dépendamment du génotype, on va recommander un médicament ou pas. Souvent, c'est à la suite de l'apparition des effets secondaires, mais idéalement, on devrait pouvoir démarrer un traitement avec un produit dont le risque de développer cet effet secondaire-là est le plus faible possible. Évidemment, le mot génétique entraîne souvent son lot de considérations éthiques, parce qu'en plus de la pharmacogénétique, il y a aussi les techniques qui nous permettent maintenant de modifier certains gènes pour corriger certains problèmes médicaux. Et il y a aussi toute la question de la confidentialité des données et de ce qu'on peut faire ou de ce que certaines organisations pourraient faire avec les connaissances qu'on développerait à partir de la génétique. Dans le cas de la pharmacogénétique, c'est moins problématique. Le problème, c'est qu'il y a une confusion des termes. Les gens pensent que la pharmacogénétique, c'est la génétique, donc qu'on pourrait avoir plus d'informations qu'on en a réellement. Mais il reste quand même qu'il faut être certain de pouvoir adresser ou de pouvoir gérer cette perception-là. Ici, c'est un exemple de la proportion des gens qui utilisent la warfarine, qui évidemment va être un produit de moins en moins utilisé à cause de l'apparition des nouveaux anticoagulants, mais quand même, on voit qu'il y a quand même une grande différence. Là, tantôt, j'expliquais au niveau des races, il y a une différence au niveau du métabolisme de la warfarine. Dans le cas de la warfarine, je vous dirais que la pharmacogénétique est peut-être moins pertinente parce qu'on a un test qu'on doit réaliser à chaque mois pour déterminer si la warfarine est efficace ou encore risque de créer des problématiques au niveau des saignements ou enfin de l'absence d'efficacité. Mais il reste que la pharmacogénétique peut aussi être utilisée pour déterminer la dose de départ chez les gens chez qui les anticoagulants oraux de nouvelle génération sont contre-indiqués ou encore qui, pour des raisons économiques, doivent utiliser la warfarine. Évidemment, l'hérédité, donc la génétique, c'est utilisé aussi pour déterminer le risque que vous avez lorsque vous avez des enfants, d'avoir des enfants qui sont atteints de la pathologie dont vous êtes porteur. Puis il y a des gens, évidemment, qui ont peur de se faire tester au niveau génétique parce qu'on pourrait y découvrir des indicateurs du risque de développer certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer, et qui pourraient éventuellement, si c'était mal utilisé, les empêcher de s'assurer. L'ataxie de Friedreich, la même chose. Donc, c'est important qu'il y ait un cadre juridique qui soit mis en place pour éviter justement que les résultats des tests de génétique puissent être utilisés à des fins qui ne soient pas souhaitables. Aux États-Unis, ce cadre-là existe depuis maintenant presque 8 ans, je crois. Et au Canada, il y a une loi qui vient d'être votée au Parlement canadien pour empêcher les compagnies d'assurance, en fait, d'utiliser les résultats de tests génétiques pour refuser d'assurer un individu ou encore d'ajuster les primes d'assurance en fonction du risque qu'on trouve au niveau génétique. Alors, c'était ma présentation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre. Maintenant, il y a des tests qui caractérisent un très grand nombre de médicaments. Donc, quand vous faites votre dépistage, vous avez des informations sur 120 à 140 médicaments qui font partie de 4 ou 5 grandes familles thérapeutiques
Il y a probablement aussi des offres qui vont éventuellement se faire au niveau de médicaments spécifiques. Mais je pense que comme individu, en fait, il y a une question de sensibilisation de la population. Je pense que comme individu, on devrait tous connaître notre profil pharmacogénétique. Parce que si on est à risque de devoir prendre un médicament, on devrait savoir quel médicament de cette catégorie-là on devrait prendre. Donc, comment maintenant ça s'articule dans la pratique régulière? Ben là, dépendamment des endroits où on peut imaginer le déployer, ben, puis dépendamment des remboursements aussi, ben, il y a toutes sortes de modèles en fait qui peuvent être mis en place. Il y a des tests qui pourraient être offerts en pharmacie directement avec des appareils qui permettent d'avoir des résultats rapidement. Mais moi, ce que j'envisage, c'est d'avoir en fait dans les pharmacies des centres de cueillette et de sensibilisation de la population à l'importance de la pharmacogénétique et que ce soit une décision de la personne à se faire tester pour être certain que lorsqu'on lui administre un médicament, elle puisse avoir la connaissance à savoir lequel va être le meilleur pour elle. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir.